À la une, ce soir. Alors, des gains, il y en a eu. Moi, je vais chercher des gains au fédéral, le PQ va chercher le trouble. That's it. Une première période de questions mouvementée pour Christine Fréchette avant d'annoncer une commande record pour Airbus. Et on parle même, comme M. Carney l'a dit, de la plus importante commande d'avion de l'histoire de l'industrie aérospatiale québécoise. Bref, c'est majeur. Une femme accusée de voies de fait et de séquestration envers des enfants à Tikamek en famille d'accueil. Il y avait beaucoup de chiens. Ils nous disaient de ramasser les cacas. Si on les ramassait pas bien, ils nous mettaient dans les cages de chiens. Les partisans des Canadiens fin prêts pour le premier match contre les Sabres à Buffalo. Excité. Ouais? Très excité, oui. Tampa Bay était toute une série. Je pense que Buffalo va être aussi dur, mais je pense qu'on a des très bonnes chances. We're gonna win. Habs in 4. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Alors, c'est soir de match, le premier de cette deuxième ronde des séries de la Coupe Stanley. Canadien Sabre, donc ça promet, tout le monde y va de ses prédictions. Martin Saint-Louis pourrait, semble-t-il, brasser les cartes. Certains disent que la profondeur à l'attaque des Sabres donnera du fil à retordre au CH. Mais quand même, je vais laisser mes collègues d'RDS un petit peu plus tard vous faire une vraie analyse sportive sur cette série qui débute. Allons voir d'abord l'ambiance aux abords du Centre Bell avec Lily. Même si le match est à Buffalo, les partisans d'ici sont fin prêts, là. Oui, il y a beaucoup de fébrilité dans l'air pour le match qui commence dans moins de 2 heures. Je le rappelle, le Canadien de Montréal a éliminé le Lightning de Tampa Bay dimanche dernier. Et là, ce qui se passe, c'est que la dernière fois que le Canadien a accédé au deuxième tour des séries éliminatoires, c'était en 2021, il y a 5 ans. Comme je le dis, il y a beaucoup de fébrilité dans l'air. Et donc, ce qu'il y a de particulier cette année, c'est que l'équipe de Buffalo est reconnue pour le gabarit imposant de ses joueurs. Mais ça fait pas peur aux partisans du Canadien qu'on a rencontrés un peu plus tôt aujourd'hui. Je pense que ça va être quasiment plus physique, plus difficile, par exemple, surtout avec les arénas. Quand tu penses, il y a autant de partisans des Canadiens à Buffalo qu'il y en a ici aussi. Ça va être pas mal une série, je pense. Premier match, deuxième ronde, moi, je dirais que c'est un accomplissement de la première ronde parce qu'on s'attend. Moi, j'ai prédit en 5. On s'est rendu en 7. Fait que là, c'est comme un petit peu l'anticipation de la deuxième ronde. Puis on espère se rendre comme on s'est rendu en finale. Donc, on espère. C'est quoi vos prédictions? En 6. On a très hâte, surtout, ça fait longtemps qu'on attend ça. On sera les premiers à être là pour les supporter. Et on a hâte, on est ambitieux pour cette année. Tous les bâtiments, ils ont les couleurs bleu, blanc, rouge partout. Avec tout le support qu'on voit ici avant les derniers matchs, c'était vraiment... L'ambiance, elle était folle, quoi. Parlant d'ambiance, Lily, c'est clair qu'il va y en avoir dans les restos, dans les bars, puis aussi au Centre Bell. Oui, nous, on s'en va ce soir à un party de visionnement avec Pizza, l'espace 1909, qui est adjacent au Centre Bell. Là, on voit quelques partisans qui commencent à arriver ici, là, qui vont sûrement regarder le match dans un des nombreux bars tout près du Centre Bell. Je reviens au party de visionnement. Aussitôt mis en vente, les billets pour les 2 premiers matchs ont été épuisés. Donc, le billet pour aller à ce party de visionnement avec Pizza à volonté, il faut le dire, est très populaire, est au coût de 26 $ plus taxes. Nous, on va là ce soir. On se rejoint à 22 h. On a bien hâte de voir qui va gagner ce premier match. Oui, certainement. Bonne soirée, Lily. On te retrouve à 22 h. Bon match. Merci. C'est la plus grosse commande d'avions commerciaux de l'histoire du Canada. 150 appareils A220 à Airbus. C'est ce modèle qu'on appelait avant la C-Series qui a été conçu au Québec. Ce sont des avions construits donc à Mirabel. On parle d'un contrat évalué à environ 19 milliards de dollars. Jean-François, donc c'est le plus gros contrat qu'attendait Airbus depuis longtemps, là. Oui, on sait, Airbus a commencé de façon assez difficile. Il a fallu que le gouvernement du Québec remette de l'argent à plusieurs reprises dans la conception donc de la C-Series au départ, qui a été vendue par la suite par Bombardier à Airbus. Et là, on attendait ce gros contrat-là qu'on promettait depuis plusieurs années. Bien, voici Air Asia qui fait cette commande importante. On parle de 19 milliards de dollars canadiens environ, 14 milliards de dollars américains.
américain et ça va permettre donc à l'entreprise de fleurir. Et on le sait, ça a été conçu au Québec. Donc encore une fois, du côté du Québec, on se satisfait. Il y a la première ministre Christine Fréchette qui était sur place aujourd'hui à Mirabel pour cette annonce et qui a rappelé à quel point c'était important justement de diversifier les marchés avec, bien entendu, la situation qu'on connaît avec les États-Unis. Le A220, il faut le rappeler, c'est d'abord et avant tout une réussite du génie québécois. C'est ici que ça a été construit, depuis le tout début. Un génie que l'on a choisi comme gouvernement de protéger, de développer et puis de faire rayonner partout à travers le monde. On revient, Jean-François, à l'Assemblée nationale, parce que le ton a monté quand même entre la CAQ et le PLQ cet après-midi au sujet de la loi 96. Oui, on savait ce matin que Jean-François Roberge allait déposer donc ce projet de loi pour poursuivre la clause dérogatoire, là, la renouveler pour un autre 5 ans sur le projet de loi, sur la loi 96 qui fait la protection du français. Ce matin, il y a Charles Milliard dans un point de presse en anglais qui a fait une blague en disant que bon, il était capable de répondre au ministre Roberge dans les 2 langues officielles. Cet après-midi, le ministre Roberge a été un peu piqué au vif en disant qu'il y a une seule langue officielle au Québec et c'est le français. Donc il y a eu un peu de chicane là-dessus. Mais déjà, là, on voulait clairement du côté de la CAQ lancer peut-être une flèche là, à l'endroit du Parti libéral du Québec en faisant cette demande donc de renouveler la clause dérogatoire. On peut écouter Charles Milliard, mais d'abord Jean-François Roberge. Quel morceau il veut arracher, quelle brique il veut défaire de notre construction législative pour défendre la langue? Est-ce qu'il est contre le fait que maintenant, avec la loi 96, la Charte de la langue française s'applique aussi aux entreprises de 25 à 49 employés? Parce que c'est ça, la Charte de la langue française. Puis Pourquoi il veut défendre la langue sans défendre la Charte, tout en s'attaquant à la loi 96? Il n'est pas suivable. C'est assez constant, là. Je vais modifier la loi 96 et s'il faut utiliser la clause dérogatoire, je vais l'utiliser. Je ne l'utilise pas à tout vent comme la CAQ. Je pense que c'est un outil politique sérieux qui concerne les droits des gens. Et il y a du nouveau dans ce qui a trait au retrait des boissons énergisantes pour les jeunes de moins de 16 ans. Il y a ce matin l'Ordre des pharmaciens qui a décidé de les retirer des pharmacies. Familiprix a décidé d'y aller tout de suite, en fait, de retirer les boissons énergisantes de leur magasin. On sait qu'il y a un jeune, Zachary Miron, qui est décédé après avoir bu une boisson énergisante, après avoir pris ses médicaments contre le TDAH. Il y a ses parents qui étaient là aujourd'hui, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, en compagnie de Québec solidaire pour déposer une pétition pour demander le retrait pour les jeunes de moins de 16 ans. On parle de 35 000 signatures jusqu'à maintenant pour cette pétition. Il faudra voir, il y a de l'ouverture du côté de Sonia Bélanger pour y aller d'une loi. Merci, Jean-François. Une nouvelle vous fait réagir. Je vous invite à m'écrire par courriel. Vous pouvez également aller faire un tour sur Crave pour voir nos reportages. À quelques jours du lancement des projets pilotes du dossier santé numérique, Santé Québec change de look et modifie des appellations. J'en discute tout de suite avec notre collaborateur en relations publiques, Victor Henriquet. Salut, Victor. Bonjour, Marie-Christine. Donc, premièrement, changement d'image de marque, la nouvelle organisation. On va regarder le logo ensemble. Pourquoi ce changement maintenant? C'est stratégique? C'est stratégique et c'est un bon moment pour Santé Québec parce qu'on veut rentrer dans le quotidien des Québécois, Marie-Christine. Et à travers ce logo, on veut sortir un peu de l'image institutionnelle, hein, cette image très gouvernementale, pour entrer dans une image de proximité, un logo qu'on veut surtout être capable de faire que les gens reconnaissent parce que dans le fond, on veut se rapprocher de la population qu'on est supposé servir du côté de Santé Québec. Victor, Santé Québec abandonne aussi les appellations. Je dirais que personne aime vraiment prononcer les acronymes CIUS et CIS. Pour l'ensemble donc des établissements de santé au Québec, c'est une bonne idée selon toi? En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une excellente idée parce que, mon Dieu, qu'on a tous été mêlés depuis la création des CLSC, hein, avec tous ces acronymes. Et oui, Santé Québec, ce qu'ils veulent faire à nouveau ici, c'est justement de créer ce rapprochement. Ce qu'ils veulent, c'est devenir un outil de service pour les citoyens. Et en mettant Santé Québec de l'avant, Santé Québec ne sera plus seulement un éléphant blanc, une machine administrative, mais bien
un endroit où est-ce qu'on va chercher des services. Et c'est pour ça que l'idée est intéressante, parce qu'elle va aussi nous permettre de créer une espèce de normalité dans le fait de dire au Québec, c'est Santé Québec qui te sert dans ta région. Et c'est pour ça que ce changement-là, je pense qu'il aura un effet positif auprès de la population. Oui, Santé Québec qui dit vouloir rendre l'expérience des patients plus fluide en modifiant son image de marque. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bon, dans le fond, c'est pas l'image de marque qui va rendre quoi que ce soit plus fluide, on va s'entendre, c'est la question des services. Mais c'est sûr que lorsque les gens vont être capables d'identifier le logo, de faire un lien entre le logo et le service, on va être capable justement de rendre la vie plus facile pour les citoyens qui, rappelons-le, dans la dernière politique du gouvernement, peuvent aspirer à ce que les nouveaux services de Santé Québec Région puissent vraiment les aider à avoir des services de proximité. Oui, parce que pour l'instant, en tout cas, jusqu'à présent, Santé Québec, c'était une bibite administrative. Et ça coïncide aussi, Victor, avec un moment quand même chaud pour Santé Québec qui déploie là, ses projets pilotes prématurément selon plusieurs acteurs du milieu de la santé. Là. Oui, c'est vrai. Et cette question du dossier santé numérique est un élément de plus dans l'objectif d'opérationnaliser le système de santé. Donc, Santé Québec qui prend beaucoup de risques à ce moment-ci, mais il faut le voir de façon positive. C'est une machine qui s'est implantée dans la dernière année et qui, là, est en train de devenir un service pour les Québécois. Espérons que ça fonctionne bien. Oui, tout le monde l'espère. Merci beaucoup, Victor. Bonne journée. La mise en accusation du naturopathe Richer Foisy dévoilée par Nouveau Info hier fait réagir. Le disciple de la mission de l'Esprit Saint fait face, je vous le rappelle, à 7 chefs d'accusation après avoir déjà plaidé coupable d'exercice illégal de la médecine en 2019. Le Collège des médecins souhaite que les amendes soient plus élevées afin de réduire le risque de récidive et espère que le gouvernement fasse davantage de campagnes de sensibilisation. Le député Denis Ligan, le libéral Monsef-Déragi, interpelle aussi la ministre de la Santé. Quant à quelqu'un qui essaye de jouer aux professionnels de la santé en essayant et en prétendant régler un cas de santé pour des patients québécois qui sont vulnérables, je trouve ça très préoccupant et alarmant. Et c'est pour cela que j'invite la ministre de la Santé à se saisir de ce dossier et à répondre rapidement et à donner suite. Dans un monde de plus en plus instable, les menaces à l'endroit du Canada seraient bien réelles. C'est ce que la chef d'état-major des Forces canadiennes affirme. Le pays doit donc rebâtir rapidement sa capacité à fabriquer des armes et des systèmes de protection. En tout cas, c'est le message qu'elle a lancé lors de son passage à Montréal aujourd'hui. Les explications d'Étienne Fortin-Gauthier. Mais on a très, très peu de systèmes de défense antiaérien. Et présentement, avec la Russie, c'est une grande vulnérabilité. Présentement, on est en mode acquisition d'urgence. Le Canada est menacé et le monde pourrait basculer vers des conflits à grande échelle. Pour une rare fois, la chef de la Défense a pris la parole à Montréal. On croyait important d'aller l'entendre dans le contexte mondial actuel. Puis je vous dirais que le portrait qu'elle a dressé n'est pas très optimiste. Le type de conflit qu'on envisage dans le futur, ce pourquoi on doit se préparer. On parle plutôt de conflits de grande envergure, État contre État, ce qui est fondamentalement différent, par exemple, de faire des opérations de contre-insurgence. Donc, ça demande d'être équipé, d'être structuré différemment et ça demande une base industrielle solide, domestique. L'invasion russe de l'Ukraine a évidemment été un électrochoc au Canada. Au cours des 10 prochaines années, le Canada va investir 500 milliards de dollars en défense pour l'achat de sous-marins, d'aéronefs, de drones et de systèmes radars. Plusieurs des personnes présentes dans l'assistance étaient des acteurs industriels, notamment actifs dans la défense. Ils espèrent profiter de ces investissements. Aujourd'hui, c'est clair que si on fait le choix de ne pas se défendre, il y a des conséquences à ça, puis les conséquences peuvent être très importantes. Donc, pour moi, c'est un équilibre de ce qu'on fait, où on investit, mais d'avoir un pays souverain, c'est vraiment important. Dans ce qu'on fait, si on regarde le modèle qu'on déploie aujourd'hui pour supporter l'aviation durable, est-ce qu'on pourrait avoir un modèle similaire pour la défense? Donc, il ne faut pas juste voir comme étant des produits de défense, il faut voir que c'est aussi la sécurité économique qui va être aussi renforcée par ces investissements-là. Et d'acheter au Canada, d'abord, va justement aider à renforcer notre économie plutôt que d'aller acheter à l'étranger. On reste quand même dans l'aviation durable. Il faut quand même garder ce cap-là de le décarboner. Ça reste quand même une priorité, ça reste quand même une menace à tous les changements climatiques. La chef des armées canadiennes avait quand même un avertissement à livrer aux industriels canadiens.
Si on achète des intercepteurs pour les missiles qui s'en viennent vers nous ou vers des populations civiles, il faut que les intercepteurs fonctionnent. Moi, je veux acheter canadien, ça c'est très clair, mais il faut que les systèmes marchent parce que sinon, on n'est pas plus avancé en bout de ligne. Jenny Carignan a refusé de rencontrer la presse après sa présentation. Elle promet par contre de dévoiler bientôt sa nouvelle stratégie de défense du Canada. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info. Le guide de Michelin récompense des restaurants québécois pour une deuxième année. L'édition 2026 couronne 4 nouveaux établissements, dont 2 à Montréal. Cet ajout porte donc le nombre d'adresses étoilées dans la province à 13. Les détails avec Lila Mouche. On est choyé, mais il y a tellement de restaurants au Québec qui méritent une étoile aussi. Puis je suis fier pour le restaurant, mais je suis aussi fier pour le Québec. La gastronomie du Québec, elle n'a rien à envier à personne. Elle est extraordinaire, elle est démocratisée. C'est jour de fête pour l'industrie de la restauration au Québec. Le guide Michelin dévoile pour la 2e année consécutive ses recommandations et les restaurants étoilés. Alors, l'année dernière, on avait l'Auberge Saint-Mathieu qui avait obtenu une mention, une étoile verte et une recommandation. Cette année, il a une étoile Michelin, donc c'est dans la Mauricie. On est très fiers de ça. On a également le Clan à Québec, qui est un nouveau restaurant. Donc, le Hogan et Beaufort à Montréal, qui, on se demandait quand est-ce que ça allait être confirmé. Alors, c'est bien le cas. Et on a un restaurant aussi de sushi à Montréal qui a obtenu une étoile. Personne n'a perdu d'étoile au Québec cette année. Il y a aussi des nouveaux bibs gourmands. C'est ce qu'on appelle des restaurants ayant un bon rapport qualité-prix. Et s'ajoute à ça des nouvelles étoiles vertes pour leur effort en matière de gastronomie consciente. Au total, 121 adresses ont été saluées par le guide Michelin, comme le restaurant de l'ITHQ. On est vraiment content parce qu'on est le seul restaurant d'application pédagogique au Canada à avoir une mention au guide Michelin. Ça, c'est grâce au talent de nos professeurs, de nos professionnels et de nos étudiants. Bon, et là, on parle de retombées économiques et touristiques. On estime que 74 % des utilisateurs des guides Michelin choisissent leur destination grâce à ces recommandations. Une bonne nouvelle pour l'industrie touristique et l'hôtellerie québécoise. En fait, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, on est responsable de la promotion du Québec à l'international. La deuxième raison pour laquelle les touristes étrangers viennent au Québec, même avant le guide Michelin, c'était la gastronomie du Québec. On peut se comparer maintenant à des grands pays de gastronomie comme la France, l'Italie, l'Espagne. Je pense qu'on le savait déjà, nous. On savait déjà qu'on avait ce joyau gastronomique. Et on est une des villes qui a plus de variétés de cuisine dans le monde. Là. Tu peux pouvoir manger n'importe quoi à Montréal. Le Hogan et Beaufort est l'un des restaurants montréalais à avoir reçu une étoile et son sommelier a reçu le prix Michelin de la sommellerie. On travaille fort, mais on ne veut pas non plus... on s'y attend pas, on n'a aucune attente, donc on est surpris, on est heureux. Ouais, c'est une joie, c'est une réelle joie. C'est personnel pendant 2-3 secondes. C'est une étoile filante, donc après ça, pour moi, c'est un rayonnement pour le groupe. C'est réellement un travail d'équipe, puis c'est pas des mots de convenance de dire ça. Pour ces nouveaux restaurants primés, il faut souligner qu'on estime une augmentation des ventes entre 25 et 40 % dans l'année à venir. La première chose qu'on a fait ce matin, lorsqu'on l'a su, c'est stopper les réservations puis contrôler les réservations. La dernière chose qu'on veut, c'est changer l'expérience que les gens s'attendent à venir au restaurant. Le Québec compte maintenant un restaurant avec 2 étoiles, 12 restaurants avec 1 étoile, 5 étoiles vertes, 23 bibs gourmands et 85 recommandations. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Une nouvelle escouade va s'attaquer aux fraudes de type faux représentant. À tout de suite. Allons faire un tour en Estrie. Marc-Antoine, parle-nous de cette nouvelle escouade qui va s'attaquer aux fraudes de type faux représentant qui se multiplient un peu partout au Québec, mais précisément à Sherbrooke aussi. Oui, c'est le service de police de Sherbrooke qui a mis en place donc une équipe d'enquêteurs, de partenaires du milieu et d'agents pour s'attaquer directement à ce type de fraude. On l'appelle le projet NIP. Et tu l'as mentionné, Marie-Christine, il y a eu plusieurs victimes au cours des derniers mois, des derniers jours. C'est plus de 90 dossiers de plaintes impliquant donc des fraudeurs qui se font passer pour de faux représentants des forces de l'ordre ou encore des représentants de banques. C'est la pointe de l'iceberg cependant parce qu'on nous dit qu'il y en a encore plus, mais ce n'est pas des plaintes officielles. Il y a différents types de fraudes, mais selon le service de police de Sherbrooke, ce sont des fraudes où on cible davantage les personnes âgées entre 70 et 90 ans. Les fraudeurs les appellent, mettent de la pression et le service de police de Sherbrooke donne quelques conseils pour éviter ce genre de situation.
faut savoir que jamais, mais jamais, les policiers, les enquêteurs, les employés de caisses populaires, de banques se rendent à votre domicile pour prendre physiquement vos cartes de crédit, vos cartes de débit, vos mots de passe. Ça se fait pas. On demande aussi à la population d'être vigilant. Lorsque vous recevez ce genre d'appel, c'est raccrocher carrément. Évitez de discuter longuement avec ces gens-là parce qu'ils mettent beaucoup de pression, sont convaincants, sont efficaces dans leur type de fraude. Les personnes victimes de fraude impliquant de faux représentants sont invitées à contacter le service de police de Sherbrooke. Merci Marc-Antoine. Samuel, en Mauricie, une proposition de dernière minute qui pourrait permettre de sauver une entreprise qui emploie une centaine de travailleurs? Il s'agit de Duchesne et Fils à Yamachiche, une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction. Mais voilà, depuis 2024, elle connaît d'importants problèmes financiers et a accumulé près de 40 millions de dollars de dettes envers ses créanciers. L'entreprise s'était d'ailleurs placée sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers des entreprises. Le dossier est repassé en cours ce matin et on a appris qu'une nouvelle offre avait été déposée par un acquéreur potentiel pas plus tard que hier soir aux alentours de minuit. Alors cette offre, elle vient complètement changer la donne parce que ça faisait plusieurs semaines que de nouvelles offres de rachat étaient systématiquement refusées par les différents créanciers jugées insatisfaisantes. Donc autant vous dire que pour le syndicat qui représente les travailleurs, cette nouvelle est un véritable soulagement. On peut les écouter. Leur emploi soit prolongé là, dans le cas où effectivement un acquéreur pourrait poursuivre les opérations. Donc, vous comprendrez qu'on parle de 80-90 emplois là, qui pourraient être maintenus. Je peux vous dire qu'ils sont pas, ils sont aussi dans le même tourbillon que tout le monde peut être actuellement avec cette histoire-là. Donc, c'est une montagne russe d'émotions. Mais tout n'est pas encore joué, étant donné le dépôt très tardif de cette offre de relance. Elle n'a pas pu être complètement analysée. Le dossier repassera donc demain devant le tribunal. On vous tiendra au courant. Merci beaucoup, Samuel. Sur la scène judiciaire maintenant, un individu d'une quarantaine d'années est accusé de meurtre à la suite d'une dispute qui aurait mal tourné. Ça se passe dans le canton de Hatley, en Estrie. Vers 19h hier soir, un homme dans la vingtaine a été retrouvé sans vie dans un chalet d'un secteur boisé du chemin Bel-Horizon. Les deux hommes se connaissaient. La Sûreté du Québec confirme qu'une arme à feu a été saisie sur place. À Gatineau, un homme de 34 ans aurait tué sa conjointe avant de s'enlever la vie. C'est la thèse que retiennent les policiers après la découverte de 2 corps dans les décombres d'un incendie qui s'est déclaré vers 2 heures dans un logement de la rue Laurier. On ignore pour l'instant l'identité des victimes. La police n'a pas précisé comment les 2 personnes sont mortes et si l'incendie visait à cacher le crime. Qui craignait pour la santé ou la sécurité d'une des personnes qui pouvaient résider à cet endroit-là. Lorsque l'appartement ou le logement a été intégré, donc il y avait 2 personnes qui étaient inconscientes. Leur décès a été malheureusement constaté un peu plus tard sur les lieux. Évidemment, là, on parle d'un édifice à logement multiple, donc il y a eu une évacuation complète du logement étant donné qu'il y avait eu un incendie. On revient sur l'accident Beauport dans lequel 2 enfants ont été fauchés. Le chauffeur de 67 ans, Daniel Robitaille, a brièvement comparu aujourd'hui au Palais de justice de Québec. La date de son enquête sur remise en liberté sera fixée lundi. La Couronne s'y oppose en raison de ses antécédents judiciaires. L'accusé compte des dizaines de dossiers, dont une peine de 14 ans de prison pour production de drogue et complot en 1999. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Guerre en Iran, le président Trump accentue la pression pour qu'un accord soit conclu avec l'Iran. Christine Fréchette et Mark Carney annoncent une commande historique pour Airbus. Le commentaire de Yves Boisvert. Et êtes-vous tenu de culpabiliser au sujet de votre poids? C'est la semaine sans diète. On en discute avec des spécialistes. Mais d'abord, une histoire troublante à La Tuque, en Mauricie. Une femme qui accueillait des enfants autochtones placés par la Direction de la protection de la jeunesse subit présentement son procès pour maltraitance. Notre équipe a recueilli des témoignages à son sujet qui donnent froid dans le dos. Le reportage de Marie-Claude Paradis-Desfossés. C'est un procès chargé en émotions qui s'ouvre au palais de justice de La Tuque. Chantal Charret fait face à 3 chefs d'accusation, 3 de voies de fait et un autre de séquestration. Les faits reprochés se seraient déroulés entre 2003 et 2008. Madame Charret, est-ce que vous voulez vous adresser aux médias? À l'époque, la femme était famille d'accueil pour des enfants autochtones. Est-ce que Madame Charret va s'adresser aussi devant le juge? Est-ce qu'elle va témoigner? Ça, c'est une excellente question. Je vais penser à ça sur l'heure du dîner.
Les 3 victimes alléguées qui étaient à l'époque placées par la DPJ chez elles, supervisées par les services sociaux Atikamekw, ont été appelées à la barre des témoins. Une ordonnance de non-publication nous empêche de les nommer. Brenda Newashish-Biroté, elle aussi une ex-pensionnaire, a été citée comme témoin. Nous l'avons rencontrée. Je vais dire, je t'ai enlevé toute l'estime de moi-même. La confiance en moi, tu me l'as enlevé. Quand j'avais des nouveaux linges, elle me disait genre... C'est où t'es allé voler ce linge-là? Puis c'était ma mère qui m'en achetait. Son petit frère aurait lui aussi subi des mauvais traitements. C'est comme son punching bag, mettons. C'était carrément ça. Carrément son souffre-douleur. Les punitions qu'il vivait, genre dans le coin pendant que tout le monde mangeait. Dans le coin debout, avec les bras dans les airs bien longtemps. Puis s'il baissait un bras, ben il rattrapait du temps, genre, même après l'école. Le jeune homme s'est depuis enlevé la vie. Qu'est-ce que tu te souviens d'avoir vécu ou d'avoir vu là-bas? Ben moi, je me souviens que j'ai déjà ramassé mon petit frère par terre, avec juste un oreiller puis une couverture, genre devant la porte de la toilette, là. Juste parce qu'il faisait pipi au lit. C'est dans cette maison que Chantal Charest aurait hébergé des dizaines d'enfants Atikamekw de la DPJ entre le début des années 2000 et 2009. À un moment donné, tous les enfants ont été retirés abruptement de leur milieu de vie à la suite de plaintes. Je m'en veux, oui. Je me sens coupable. Mais j'avais confiance en eux. Ils sont censés prendre soin de nos enfants. C'est que parmi les châtiments, il y avait le fait d'être privé de nourriture. Est-ce que c'est ça? Ben, c'est carrément ça. Tu sais, de ne pas les nourrir avant d'aller à l'école. Que s'est-il passé exactement derrière les murs de cette maison, plus précisément dans le sous-sol? Des anciens pensionnaires ont accepté de nous livrer une partie de leur témoignage et ils comptent eux aussi porter plainte. Tu sais, il y avait beaucoup de chiens, là. Ils nous disaient de ramasser les cacas. Si on les ramassait pas bien, ben ils nous mettaient dans les cages de chiens, là. Moi et ma soeur, mon petit frère. J'ai-tu bien compris qu'on t'avait mis dans une cage à chiens? Oui. Ils m'obligeaient de m'habiller en fille dans la maison, puis en m'en allant à l'école, ils m'obligeaient d'apporter des chandails roses. Le procès de Chantal Charest se poursuit jeudi au palais de justice de la TUQ. Ce que nous avons aussi appris, c'est qu'après avoir été famille d'accueil à la TUQ, Mme Charest aurait ensuite déménagé à Hérouville, où là aussi, on lui aurait confié des enfants. À la TUQ, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info. Sur la scène internationale maintenant, le président américain qui répète encore aujourd'hui qu'il y a de grandes chances que la guerre en Iran se termine sous peu. Sabrina, c'est pas la première fois qu'on l'entend, mais le président Trump qui a aussi menacé encore de bombarder l'Iran s'il n'y avait pas de cet accord conclu. Ouais, j'ai vraiment l'impression de te le dire plusieurs fois par semaine qu'on est près d'une entente avec l'Iran pour conclure, en fait, terminer cette fameuse guerre qui a été lancée le 28 février dernier. Mais bon, est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne? À tout le moins, c'est ce qu'a écrit aujourd'hui Donald Trump sur Truth Social. Par contre, ce qu'il a dit, c'est que s'il n'y a pas un accord, ça aussi, c'est pas vraiment du nouveau. Là, il les a menacés souvent. Mais il a dit si l'Iran refuse, eh bien, les bombardements vont reprendre et ils seront malheureusement d'une ampleur et d'une intensité bien supérieure à ce qu'ils étaient auparavant. On se souviendra également qu'il avait donné cet ultimatum et il avait dit si jamais on ne conclut pas un accord, eh bien, ce sera la civilisation de l'Iran qui sera complètement anéantie. Et on se souviendra après ça, il y avait eu ce début du cessez-le-feu. Mais chose certaine, donc, aujourd'hui, pendant un dîner de la fête des mères, Donald Trump qui a réitéré comme ça ses menaces envers, bien sûr, l'Iran. We're doing very well in Iran. It's going very smoothly, and we'll see what happens. They want to make a deal. They want to negotiate. In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon. And we're not going to let that happen. Et pendant ce temps-là, donc, bien sûr, il y a eu cette réunion du côté de Pékin en Chine. On remarque ici un représentant, en fait, de l'Iran qui est allé rencontrer, donc, un représentant du côté de la Chine. C'était les deux ministres des Affaires iraniens. On sait la Chine, c'est la principale importatrice de pétrole iranien. Et là, aujourd'hui, eh bien, on est allé avoir des discussions. Là, on ne sait pas tout à fait les teneurs des discussions, mais chose certaine, ça reste quand même un peu inquiétant, cette rencontre-là. Il y a même le président français Emmanuel Macron qui a annoncé
qu'il s'est entretenu aussi avec le premier ministre iranien Massoud Pezeshkian. Il a appelé à la levée du blocus, bien sûr, dans le détroit d'Ormuz. Pendant ce temps-là, le prix à la pompe qui continue de grimper. Là. Oui, ce matin, pour ceux et celles qui possèdent des véhicules à essence, vous devez l'avoir remarqué, on parlait de 2,7 $ à peu près à certains endroits. En tout cas, dans le Grand Montréal, là, on peut le voir sur cette carte-là. C'est le portrait là, qui a été donné à midi aujourd'hui. 2,7 $, 2,7 $. Il y en avait qui descendaient un petit peu plus, là, mais somme toute, c'est un prix qui est quand même extrêmement cher à la pompe. Et bien sûr, on se demande, est-ce que ça va cesser à un certain moment? On peut aller écouter un expert. Nous faisons face présentement à la plus grave crise d'approvisionnement énergétique de toute l'histoire moderne. On parle qu'on a retiré une portion substantielle des barils de pétrole sur le marché. Plus on avance dans le temps dans la crise et plus les bateaux ne se remettent pas à circuler dans le détroit d'Ormuz, plus on va aller vers une ascension des prix du pétrole. Et l'expert également m'a précisé là, que, en 2008, il y avait eu une crise économique. Le baril est à peu près à 147 $ US. Et si on le compare en date d'aujourd'hui avec la valeur de l'argent, on serait à peu près à 200 $ le baril en prix actuel. Ça va être le prix le plus élevé. Mais si c'était ça aujourd'hui, ça voudrait dire que le prix serait à peu près de 3 $ le litre d'essence. C'est cher. On souhaite évidemment pas se rendre là, mais ça se pourrait. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors, le groupe Airbus qui décroche un très gros contrat avec cette compagnie aérienne malaisienne. C'est le plus gros contrat de son histoire, finalement. Oui. Évidemment, c'est une bonne nouvelle. Il y a 4000 employés qui construisent cet avion-là dans la région de Mirabel. Mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit pincement, Marie-Christine, parce que cet avion-là, qui s'appelait avant la C-série de Bombardier, oui. C'est une petite merveille technologique qui a été développée au Québec et qui était une propriété 100% québécoise. Mais Bombardier n'avait pas les reins assez solides pour concurrencer les deux gros joueurs, c'est-à-dire Boeing et Airbus, et ça prenait de l'argent pour mener le projet à terme. Et finalement, Airbus l'a ramassé pour une bouchée de pain. La bonne nouvelle, c'est que quand même, l'État québécois garde un quart de la propriété. 25 %, c'est ça. Exact. Il faut quand même dire que ça faisait un moment qu'Airbus n'avait pas une grosse commande comme ça. Là. Non, et puis cet avion-là, il commence à, t'aimes les jeux de mots, décoller, oui, mais c'est encore fragile, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore atteint des niveaux de rentabilité suffisamment intéressants. Mais quand même, c'est une énorme commande. Si on n'affecte pas les rabais, c'est 19 milliards. C'est pas rien comme commande. Et c'est des retombées aussi dans la région. J'entendais aujourd'hui les gens de Mirabel qui sont vraiment satisfaits de cette commande-là. Il faut dire aussi que le prix du carburant également touche plusieurs transporteurs. Est-ce que ça pourrait amener des turbulences? Bien, c'est évident, oui. C'est évident que ça fait partie... Mais on ne sait pas combien de temps, Sabrina vient d'en parler, on ne sait pas combien de temps il va être fermé, le détroit d'Ormuz. Est-ce que l'essence va rester à ces prix aussi élevés longtemps? On espère que non. Mais cet avion-là est une des raisons pour lesquelles c'est une technologie si intéressante. C'est qu'il utilise 25 % de moins de carburant que les générations précédentes. Il est plus léger, moins bruyant. Donc, c'est un peu une réponse à ça. Mais l'industrie, en ce moment, ne sait plus quoi faire. Les marges sont très minces. Puis quand tu augmentes le prix de l'essence à ce point-là, là, c'est carrément plus rentable là, pour plusieurs compagnies. C'est quand même une belle annonce qui arrive à point quand même pour Christine Fréchette aussi. Oui, et je pense que François Legault aurait aimé être là parce que c'est lui qui a présidé un peu. Et en plus, c'est quelqu'un qui vient du milieu de l'aviation. T'écoutes-tu le match ce soir? C'est quoi tes prédictions? Vas-y. Les Canadiens, voyons. Canadiens en quoi? En 6, comme d'habitude. Canadiens en 6. Note-le. C'est sûr, c'est noté. On s'en reparle. Bonne soirée. Merci. Bye-bye. Il part pas de suite. Il part toujours trop de bonheur. Restez là. Dans un instant, justement, on va parler du match des Canadiens un petit peu plus tard avec nos collègues du 5 à 7 de RDS.
On est plusieurs à avoir été tentés par un régime, soit pour perdre du gras, prendre la masse musculaire. Il faut dire que nos fils de réseaux sociaux regorgent de trucs et de produits miracles. Eh bien, en cette 19e semaine sans diète au Québec, le groupe Équilibre souhaite, avec cette initiative-là, inviter la population à poser un regard critique sur ce qu'on nous offre et surtout à arrêter de se culpabiliser avec le poids. Reportage, Lily Mercure. Sur les réseaux sociaux, c'est assez facile de se faire bombarder de toutes sortes de contenus qui nous encouragent à maigrir. C'est dans ce contexte que la semaine sans diète est de retour pour une 19e édition. Des fausses idées qu'on continue d'avoir beaucoup chez les femmes, mais chez n'importe qui, sur cette notion-là de valeur liée au physique. Puis ça, c'est extrêmement problématique. Puis dans un contexte où les réseaux sociaux sont vraiment genre partout, je trouve vraiment qu'on est sur le bord d'un précipice, un grand précipice, puis il faut vraiment faire attention à ça. Les diètes, ça marche pas, c'est le thème de cette année. Une influenceuse qui me partage sa routine détox minceur. Ça marche pas. Est-ce que c'est vrai que ça marche pas? Bien oui, c'est vrai que ça marche pas. On n'a pas envie souvent d'entendre ça, de se faire dire ça, mais la science démontre bien que la majorité des gens vont reprendre le poids perdu après l'arrêt d'une diète. Par contre, l'industrie de l'amaigrissement ne nous dira pas que ça marche pas. La culture des diètes ne nous dira pas que ça marche pas. Et on a envie de continuer de croire que ça marche parce qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de pression. On constate que les mouvements comme Skinny Talk ou What I Eat in a Day, soit ce que je mange dans une journée, sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de TikTok comme ça, c'est vraiment de mode en ce moment, tu sais, comme Kate Moss, puis genre être comme vraiment skinny modèle. Puis souvent, les personnes, ils font juste montrer comment leur repas du déjeuner, dîner, souper, c'est des cocombes, puis genre... Le contenu comme ça peut vraiment, je pense, comme rentrer dans l'esprit de quelqu'un, puis comme motiver à faire de même. Ça peut être quoi les impacts pour des jeunes filles qui ont comme 14, 15, 16 ans? Oh my God, bien, les impacts pour une jeune fille, moi, je peux te parler de comment que moi je me suis sentie. Je me souviens que si je portais plus que du 0 à 16 ans, ben il y avait un problème, tu sais. Alors que non, il n'y en a pas de problème. Santé Canada a approuvé la semaine dernière les 2 premiers génériques d'Ozempic, le médicament qui est reconnu pour traiter le diabète de type 2, mais largement utilisé pour la perte de poids aux grandes dames de nombreux professionnels de la santé. Le prix de la sémaglutide pourrait passer de 300-400 $ sous la barre des 100 $. Je pense qu'il faudra faire énormément d'éducation auprès du public et des professionnels de la santé pour qu'on tire le maximum des bénéfices en limitant les inconvénients. Mais je crois qu'inévitablement, on risque d'avoir un certain nombre d'utilisations hors indication. Et par exemple, les produits approuvés par Santé Canada sont des produits pour le diabète de type 2 et pas pour l'obésité. Ce sont les mêmes molécules, c'est une question de dosage. Est-ce que les gens vont respecter cet usage-là? Permettez-moi d'avoir quelques doutes compte tenu de la pression très importante. L'arrivée des génériques d'Ozempic entraîne une mise en garde de plusieurs professionnels de la santé, alors que les standards de beauté sur les réseaux sociaux entraînent toujours plus de gens à vouloir perdre du poids à tout prix. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Marie-Christine. Une chanson touchante pour la fête des mères. Oui, alors ce qu'on vient de voir, c'est la chanteuse Laurence Nerbonne qui faisait découvrir pour la première fois cette chanson-là à sa mère dans la voiture. Alors, une chanson, bien sûr, qui s'adresse à elle. Ça s'intitule d'ailleurs « Maman ». Ça se retrouve sur son nouvel album « Next » qui est sorti il y a à peu près 2 semaines à peine. Alors, ça tombe à pile poil pour la fête des mères. Et c'est une chanson qu'elle voulait pour lui rendre hommage. Elle dit c'est une espèce de lettre d'amour écrite pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour elle. Puis pour l'avoir écouté, la chanson, c'est un son que Laurence Nerbonne nous a moins habitués. C'est bien intéressant de découvrir ça. Je vous invite à aller jeter une oreille. Écoutez ça en fin de semaine Ben avec oui, sa mère, exactement. pas, hein? Pour ceux, tu sais que des fois, tu es un peu mal à l'aise de dire des affaires. Écoute la toune. Prends la toune. Hey, parle-moi du Vieux-Port de Montréal qui dévoile sa programmation de l'été. Oui, parce qu'à un moment donné, il va finir par faire beau. Alors, plusieurs nouvelles activités dans le Vieux-Port. Exactement, dans le Vieux-Port de Montréal. Alors, tout d'abord, le 16 mai, il y aura l'activité
face-à-face. Alors, ce sera des duels d'artistes qui vont s'affronter, bien sûr, musicalement parlant, pour faire danser les gens sur la piste de danse, donc différents DJ. Ensuite de ça, les 13 et 14 juin, ce sera aussi sans visage. Encore une fois, on va faire de la place à la musique techno pendant 48 heures. On va faire bouger les gens. Et le 1er juillet, il y aura un événement qui va s'appeler Festival Hot Wheels. Alors, on va mélanger cette fois-ci la musique, oui, la musique avec une exposition de voitures de collection. Donc, je pense que ça va être bien intéressant. Bien sûr, tout ça, ça s'ajoute bien sûr aux activités qu'on connaît déjà dans le Vieux-Port. La grande roue, la tyrolienne, les voitures tamponneuses, exact. Puis aussi, il y a le Cirque du Soleil là, qui va bientôt s'installer comme à toutes les années. Maintenant, supplémentaire pour l'humoriste Jerry Seinfeld. Oui, exactement. On nous l'avait bien sûr annoncé dans le cadre de Just for Laugh cet été. Et bien sûr, c'est pour sa nouvelle et dernière tournée Midnight Surprise. L'engouement est tellement là que finalement, on a décidé d'ajouter une supplémentaire. Mais ça va être une supplémentaire le même jour que ce qui était déjà prévu. Il y aura 2 représentations. Donc, le 23 juillet prochain, il y aura d'abord une représentation à 18h30 et une deuxième à 21h30. C'est bien sûr les 2 fois à la salle Wilfrid de Pelletier de la Place des Arts. Les billets étaient déjà en vente pour le premier spectacle. Bien sûr, on vient de mettre en vente celle pour le deuxième. Vous allez sur le hahaha.com. Pas dur à retenir. Non, c'est pas dur à retenir. C'est-tu ton genre d'artiste? Oui, oui, pourquoi pas? Bon, ben, ouais. Ah oui, vas-y, je vais. Achète-toi des billets. Merci, bye! Ben, demain. Yannick Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. C'est ce soir à Buffalo que débute la série, mais regardez là, des images en direct autour du Centre Bell, des amateurs qui se préparent pour aller pour participer à cette soirée de visionnement à l'espace 1909. Wow. Donc, les gens avec leur chandail du Canadien qui sont prêts pour ce deuxième tour, donc entre les Canadiens et les Sabres. Bon, je dirais pas que la foule est en liesse, Marie-Christine. Non, mais c'est à l'intérieur. Ils sont très fébriles. Non, ça commence. Effectivement. Mais ils sont prêts pour ce duel face aux Sabres de Buffalo. Tant attendu. Je te rappelle que les Sabres de Buffalo ont terminé au premier rang de la section Atlantique avec 109,3 points de plus que le Canadien. Des gros attaquants des Sabres, des gros défenseurs. Meilleure équipe de l'Atlantique. Gros duel pour le Canadien qui va ce soir laisser de côté Jayden Strobel et Brandon Gallagher qui célèbrent son 34e anniversaire de naissance aujourd'hui. Joe Veleno devrait jouer, tout comme le défenseur Arber Xhekaj. On te parle de la folie à Montréal ici. Un restaurant du Myland qui s'appelle le Doubles. Alors, pour l'occasion, on change le nom du restaurant et ça va s'appeler maintenant le Dobèche. On a même refait une affiche à part de ça. C'est beau, hein? Wow. Et les chutes Niagara du côté canadien. Extraordinaire. Aux couleurs du Canadien et les American Falls aux couleurs des Sabres de Buffalo. Tout est en place pour ce duel. C'est quoi vos prédictions, les gars? Moi, j'ai choisi le Canadien de Montréal en 7. OK. Moi, j'ai choisi les Sabres en 6. Bon, moi, je peux dire le Canadien en 6. Canadien en 6. Canadien en 6. Parce que c'est prudent, Dobèche va faire la différence. Je le feel comme ça, Yannick. Tu le feels comme ça, je le sens comme ça, qu'est-ce que tu veux. C'est ainsi. Hey, parlez-moi de Nick Suzuki, qui est devenu plutôt aujourd'hui le 3e joueur du Canadien en nomination pour un honneur individuel. Exactement. Donc, il y a déjà Cole Caulfield qui est en nomination pour le Lady Byng et il y a Ivan Demidov, on a appris ça hier, pour le Calder remis à la recrue de l'année. Là, la Ligue a confirmé que Nick Suzuki, c'était un des 3 finalistes au trophée Selke. On le remet au meilleur attaquant défensif. Les 2 autres finalistes, c'est Anthony Cirelli du Lightning, Brock Nelson de l'Avalanche. En 82 matchs cette saison, Suzuki a amassé 101 points, mais surtout un différentiel de plus 37. Donc, c'est le plus haut total dans la Ligue nationale parmi les attaquants. Je te signale que Bob Gainey, l'ancien du Canadien, l'a gagné 4 fois ce trophée-là et Guy Carbonneau 3 fois. Alors, ce serait donc agréable si ça revenait du côté du Canadien de Montréal. Et en terminant, parlez-moi de la LPHF qui ajoute une équipe à ses rangs. Oui, une 9e équipe et les joueuses vont jouer à Détroit lors de la saison 2026-2027. Détroit va même accueillir la remise des trophées et le repêchage de la LPHF les 16 et 17 juin. Va disputer ces matchs dans l'amphithéâtre dans lequel les Red Wings de Détroit de la Ligue nationale jouent leur partie. Et on revient sur ce match hier de la victoire remportée justement par la victoire à la Place Belle. Au bout de 3 périodes de prolongation sur le 52e tir, qui d'autre que Marie-Philippe Poulin qui permet à l'équipe de créer l'égalité 1-1 dans la série. On conserve nos prédictions pour la série Canadien-Sabre et on s'en parle dans 10-15 jours. J'ai hâte. Merci. Bon match ce soir, les gars. Bye-bye. Toi aussi, bye-bye.
Justement, pour ceux qui se demandent quoi manger devant le match de ce soir, pourquoi pas un dog vapeur? Parce que le 6 mai, c'est la journée québécoise du stimé et aussi la journée internationale sans régime. Donc, les astres sont alignés. L'événement a d'ailleurs reçu un appui de taille. La première ministre Christine Fréchette qui a participé à un appel FaceTime avec l'humoriste Mathieu Dufault pour saluer son initiative qui rassemble les Québécois autour d'un classique de notre culture populaire. Michel, je pense que toi et moi, on aime mieux les rôtis que les vapeurs. Hein? Oui. Tu te rappelles quand on avait mangé un à des biens? Oui, en effet. Avec les petits oignons rôtis, c'était pas mal. Début de la série ce soir, Canadien Sabre, bien sûr, il va être question du prix des billets. Oui, et ça coûte pas mal cher pour cette série là, qui commence pour un match au Centre Bell dimanche ou mardi prochain. Pour ceux qui étaient détenteurs d'un billet de saison avaient accès à une prévente. Ils pouvaient payer entre 163 et 845 $ le billet. Mais ça, c'est pas en revente, là, parce qu'il y a de la surenchère. Là. On a regardé tout à l'heure, on a vu un billet à 6 162 $. Très bien placé, mais quand même. La surenchère, est-ce qu'il faut arrêter ça, interdire ça? L'Ontario s'y est attaqué. Le Québec pense à un projet de loi. Alors, c'est la question du débat de ce soir. On fait ça à 22h30. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain 17h. Bye-bye.